Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 août, soyez les bienvenus sur Monaco Info, on est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Théo Andan sera notre premier invité, le licencié de l'AS Monaco Athlétisme vient de remporter la médaille de bronze des championnats d'Europe avec l'équipe de France au 4x400 mètres. Nous reviendrons avec lui sur cette belle aventure et sur ses projets parce qu'il est encore tout jeune. Et le même jour, ce samedi, ils ont brillé également, les représentants du Monaco Rugby 7 en remportant à La Rochelle un des 3 tournois qualificatifs de la saison. Monaco est donc qualifié pour la finale du championnat de rugby à 7. Nous reviendrons sur cette performance. En basket, la saison débutera le 24 septembre pour la Roca Team avec le championnat de France. Vous allez le voir, les joueurs ont passé les traditionnels tests médicaux. Notre deuxième invité, l'inspecteur général Méditerranée de la SNSM, reviendra sur les interventions menées par les sauveteurs en mer, notamment la semaine dernière avec la tempête en Corse qui a fait des victimes et qui a causé beaucoup de dégâts. Et enfin, vous le connaissez, c'est une institution qui célèbre ses 118 ans cette année. Nous irons fouiner du côté du Bazar Picot. Mais avant cela, je vous l'ai dit, c'est un digne représentant de l'AS Monaco Athlétisme. Théo Andan vient de décrocher ce samedi le bronze avec l'équipe de France au championnat d'Europe au 4x400. Il vient d'atterrir à Paris, il nous fait le plaisir d'être avec nous dans un coin de l'aéroport. Théo, bonsoir. Bonsoir. Médaillé de bronze à des championnats d'Europe. Alors déjà, félicitations. Comment est-ce que l'on savoure une médaille ? Vous êtes sur un podium du championnat d'Europe, vous vous en rendez compte là ? Merci beaucoup déjà. Oui quand même. C'était vraiment beaucoup d'émotions. C'était vraiment un, un, un événement particulier. Surtout que c'est la fin de la saison. C'est pourquoi j'ai travaillé toute l'année. Ça récompense le fruit d'un travail acharné à l'entraînement. Et puis voilà quoi. C'est du bonheur et de la joie. Je voudrais que l'on revienne sur cette course. Vous partez en 3e position dans ce relais, 3e sur les 4. Racontez-nous la course et comment vous l'avez vécue. Je prends le témoin du coup en 2e ou 3e position. Il y a l'anglais et le belge qui sont devant moi. Et je suis tout de suite sur les talons du belge. En plus, c'est Kevin Morley, il me semble. C'est quand même quelqu'un d'assez réputé dans le monde de l'athlétisme pour ce qu'il a fait. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Je suis à l'extérieur. En plus, je me dis que si je reste là, je vais faire beaucoup de distance. Ça va me coûter à la fin. Mais je réfléchis pas trop. J'essaie de le passer dans la ligne droite opposée, ce que j'arrive à faire. Et puis je reviens petit à petit sur l'anglais et j'essaie de donner le témoin dans les meilleures conditions à mon coéquipier Thomas Jordier pour qu'il puisse finir le relais dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est que du plaisir ou il y a quand même eu un petit regret ? Alors, sur le moment, on n'a pas exposé de voix parce qu'on visait la médaille d'or et on savait qu'on avait les moyens pour apporter cette médaille d'or à l'équipe de France. Donc sur le moment, ouais, on était un peu frustrés, mais bon, après, voilà, une médaille, ça reste une médaille, on prend le positif et voilà, on a su savourer ça comme il se doit. On a fait le tour d'honneur avec les drapeaux face au public et tout ça, c'était un moment vraiment génial. Et donc voilà, on a pu quand même savourer. Ouais. C'est une mise en bouche pour Paris 2024 pour vous ? Clairement, là, l'objectif à Paris 2024, c'est qu'on aille décrocher le titre olympique avec le relais. Donc voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce relais, il méritait une médaille depuis un moment, était toujours placé mais jamais récompensé. Et voilà, ce podium va nous tirer, nous pousser, nous booster, et c'est que du plus pour les années à venir. Parlez-nous de l'ambiance de ces championnats d'Europe à Munich et de l'ambiance au sein de l'équipe de France. C'était quand même spécial parce qu'on était beaucoup. C'était la plus grosse délégation jamais envoyée à un championnat d'Europe. Et voilà, c'était vraiment, on se soutenait tous. C'était vraiment bien. Il y avait de la joie, il y avait de la bonne humeur. Nous, quand on a couru, tous les athlètes étaient au stade. Quand on est rentré à l'hôtel, tout le monde nous a félicité. C'était vraiment, voilà, c'est une ambiance qui booste et qui nous permet de nous dépasser. C'est une saison exceptionnelle pour vous. Vous êtes jeune, vous participez pour la première fois à des championnats du monde. Là, ce sont des championnats d'Europe avec une médaille. C'est une super saison, non ? Pour des débuts en équipe de France senior, je pense pas que je puisse rêver mieux. Voilà, j'ai fait une finale mondiale, là une finale européenne et à la fin on décroche une médaille.
voilà, maintenant, les prochaines étapes, pour moi, ça sera d'essayer de décrocher des sélections individuelles sur le 400 mètres et voilà, de me rapprocher des finales mondiales et des finales européennes pour pouvoir faire la meilleure place possible. Il faut le rappeler, hein, vous êtes issu du club d'athlétisme de la Principauté, de l'AS Monaco. Un mot sur le club qui vous a vu grandir? Que dire de plus? C'est un club familial, c'est un club, ils sont tous là, ils m'ont tous envoyé des messages, ils m'ont tous soutenu pendant ces championnats du monde et ces championnats d'Europe. C'est vraiment un soutien sur lequel je peux m'appuyer, une force que je peux avoir en plus. Et je les remercie pour ça. Ils sont toujours derrière moi, ils me soutiennent et voilà, je peux pas demander mieux. Ouais, un club d'une grande efficacité puis d'une grande gentillesse aussi de par ses membres. La suite, quels sont vos projets, vos objectifs? Alors Paris 2024, mais encore? L'année prochaine, il y a les championnats du monde à Budapest en Hongrie. Donc là, l'objectif, ça sera pareil, d'y aller avec le relais et aussi d'essayer de décrocher une qualification individuelle. Et aussi, j'aimerais être le prochain Français à courir le 400 mètres en 44 secondes. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Et je pense que voilà, mes performances que j'ai réalisées dans les relais, je pense que je peux m'en approcher l'année prochaine. Donc voilà, il n'y a eu que 2 Français dans l'histoire à réaliser cette performance et j'espère être le prochain. Bah écoutez, Théo Andan, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on croit en vous. Merci de nous avoir fait rêver, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Autre performance du week-end en rugby à 7, le Monaco Rugby 7 a remporté le tournoi de La Rochelle, un des 3 tournois qualificatifs pour la finale à Paris, mi-novembre. On écoute les acteurs de cette victoire au micro de Frédéric Hélion. C'était la revanche de la semaine dernière. On a senti que Pau a vraiment bataillé pour arriver en finale, et même nous finalement. C'est pas plus mal de batailler un petit peu parce que ça te permet de toujours retravailler sur quelque chose. La semaine dernière, c'était presque un petit peu trop facile. On avait encaissé 0 points avant en finale. Et finalement, les joueurs ont pensé que ça allait passer tout seul. Et c'est pas le cas. Le sport de haut niveau, il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut travailler pour avoir du succès. It's a new group, new excitement, guys. Got really excited. We really make use of our opportunities where we did not do that last weekend. But as the tournament went on, we gradually grow. But there's a lot of lessons learned out there. So next weekend we have another opportunity. On est hyper contents. Et puis ça vient bien finir le travail là. Depuis 2 semaines, on bosse vraiment bien. Et au-delà de ça, on passe vraiment des bons moments. C'est hyper sympa, tout le monde vient d'horizons différents, des étrangers qui arrivent, etc. Il y a une vraie osmose, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, on arrive à faire du bon set quand même. On n'est pas encore parfait, ce sera la semaine prochaine, j'espère. Je suis fier de la série, je suis fier des mecs qui rentrent à chaque fois. Je suis fier des mecs qui reviennent parce que c'est vraiment eux qui gardent, qui inculquent la culture du club. Donc voilà, on sent que finalement, peu importe qui rentre dans ce club, les mecs rentrent dans un process de Monaco Rugby Sevens pour jouer collectif, pour jouer pour les autres. Et on le voit, quand on sauve un essai à 5 mètres de la ligne, comme on a pu le faire, c'est que les joueurs ils se donnent à fond. Et même si Monaco est déjà qualifié grâce à cette victoire pour les phases finales de novembre, le prochain rendez-vous ce samedi à Pau pour le dernier des 3 tournois. Autre sport, c'est le même rituel pour chaque pré-saison. Les joueurs de l'AS Monaco Basket doivent passer par des tests de performance sportive. Une partie de l'équipe et les nouvelles recrues étaient ce matin au centre cardio-thoracique. Yannick Debevert et Marie-Ève Béé les ont suivis. Fini les vacances, les Rocaboys sont de retour au travail. Et pour s'assurer que tout va bien sur le plan médical, l'étape obligatoire, ce sont ces tests à l'effort. Yeah, it was too tough for the return. I thought I was going to relax, but unfortunately no. But you know, hey, everyone's ready to go, so I guess I have to. Du coup, je me sens bien après ce premier effort. Voilà, je suis pressé que la suite arrive et qu'on commence les entraînements avec mes coéquipiers. Avant de retrouver le parquet, donc, le bilan cardiologique est un examen médical indispensable pour ces joueurs de haut niveau exposés à des efforts prolongés à très haute intensité. On essaie de pousser l'effort au maximum de ses possibilités et on surveille la tension artérielle, on surveille l'électrocardiogramme, on recherche surtout des anomalies qui peuvent apparaître à l'effort et qui peuvent être dangereux pour le sportif et notamment des troubles du rythme cardiaque. Ces tests de performance peuvent également servir au staff technique pour élaborer des programmes d'entraînement personnalisés. Après l'été et une saison intense, chaque joueur revient avec un état de forme différent, mais tous sont prêts pour de nouveaux challenges.
pendant 3 semaines, j'ai pu toucher au ballon. C'est la première fois de ma carrière. D'habitude, je joue tout le temps l'été, mais là, après une saison comme on a passé, je me suis dit, vas-y, faut couper et revenir avec plein de fraîcheur. For sure, I want to win the championship. I'm trying to win the championship all my whole entire career, and I'll continue to do it. So that's what drives me. Après ces tests, l'équipe partira ce jeudi pour le traditionnel stage de préparation à Bormio en Italie, avant de faire sa tournée de match de pré-saison. On referme cette page sport et je vous donne une idée de sortie pour mercredi, si ça vous dit, avec la dernière date pour les concerts de l'été au Square Gasto. C'est donc ce mercredi de 19h30 à 22h. L'accès est libre et gratuit et le gospel sera à l'honneur. L'Office des timbres de Monaco mettra en vente 2 nouveaux timbres le 17 octobre prochain. Le premier d'une valeur de 1,65 € consacré à la Coupe du Monde de football qui va se dérouler au Qatar. Et le deuxième d'une valeur de 2,86 € en hommage au 500e anniversaire d'Honoré Ier, né en 1523. Mieux vaut ne pas les voir venir. Cela veut dire que vous avez probablement un problème. Mais dans ce cas-là, quand vous les voyez arriver, vous êtes rassurés. Ils sauvent des vies. Je veux parler des sauveteurs en mer, la SNSM, et Dieu sait qu'ils sont sollicités l'été. Nous sommes pour en parler avec Denis Bigot. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes le responsable de la SNSM concernant la Méditerranée. L'actualité de la semaine dernière a été marquée par les intempéries en Corse qui ont fait des victimes et qui ont causé beaucoup de dégâts. J'imagine que la SNSM a été sur le front. Que pouvez-vous nous dire de vos interventions ? Oui, la SNSM, effectivement, en Corse, a été sur le front, en particulier pour récupérer les équipages des bateaux qui étaient à la fois échoués ou en perdition ou vraiment mal en point. Et elle a aussi été, je crois, en termes de prévention, en particulier en Corse du Sud, où les plaisanciers ont été avertis non pas de l'intensité qui a été exceptionnelle, ouais, et tout le monde est d'accord pour le dire, mais de l'occurrence de la tempête. Et je dois avouer, la prévention est aussi une des missions de la SNSM et très efficace. Alors, quelle était la situation concrètement en mer pour que les téléspectateurs s'imaginent bien ça ? J'imagine que ça devait être terrible pour les bateaux qui étaient en navigation quand c'est arrivé. En mer, finalement, le bateau, il est confronté à du gros temps, mais ça va. En revanche, au mouillage, ouais, là, il peut surprendre le plaisancier qui est drossé à la côte parce que l'ancre dérape, parce que les amarres cassent. Et les gens ne sont pas préparés parce que il fait beau, la vie est belle, et puis ce front orageux arrive, l'intensité est énorme, et on est vraiment pris de court. Plus largement, j'imagine que l'été, avec le nombre de bateaux en mer, vous n'arrêtez pas. Quel est votre bilan estival, même si l'été n'est pas encore terminé ? Étonnamment, une densité très forte de Marseille à Menton et en Corse, et puis peut-être un petit peu moins de Marseille à Port-Vendre, où l'activité nautique est peut-être un peu moins dense. C'est en quelque sorte, dans les mois de juillet et août, une moyenne de 15 à 20 interventions des 47 stations qui bordent le littoral méditerranéen. Donc, c'est vraiment dense. Quels sont les types d'interventions récurrents de la SNSM ? Parce qu'il faut rappeler vos missions. Hein. Vous intervenez gratuitement en termes de sauvetage. Hein. Nous sauvons la vie humaine en mer. Hein, c'est vraiment notre ADN. À titre d'exemple, nous avons récupéré un enfant sur un canoë qui dérivait avec le vent et dont les parents avaient un petit peu sous-estimé la puissance. Et là, je dois avouer, c'est une des missions que nous avons et c'est extrêmement gratifiant au bout d'1 heure ou 2 de récupérer à quelques kilomètres de la côte un jeune enfant qui est en forme, hein, c'était 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais exactement, c'est vraiment terrible et très, très gratifiant pour nous. Et puis, nous avons aussi beaucoup de missions où nous allons rechercher des bateaux qui sont en panne moteur, qui sont en panne électrique, qui sont en feu aussi, quelquefois. Et notre mission est clairement de récupérer l'équipage et de les sauver. Et aussi, un petit peu, parce que c'est dans une continuité de notre mission, c'est de remorquer le bateau pour qu'il ne soit pas une atteinte à l'environnement, bien évidemment, et un danger à la navigation. Et quels sont les moyens mis à votre disposition ? Des vedettes qui sont adaptées au sauvetage et puis au remorquage. Et alors, elles sont de tailles très différentes, puisque vous avez des vedettes tout temps. Hein, on appelle ça un CTT, un canot tout temps,
qui fait à peu près 18 mètres. Hein. Nous en avons 6 sur le littoral méditerranéen, sur le continent, et nous en avons 3 en Corse, pardon. Et puis, nous avons des vedettes un peu plus petites qui peuvent aussi faire le travail le long des côtes de la Méditerranée. Quelles sont les interventions qui vous énervent, peut-être même qui sont un peu stupides et que l'on pourrait éviter? Ce qui est énervant, c'est les plaisanciers qui ne respectent pas leur matériel, qui ne font pas les révisions moteurs, qui ne font pas le plein de carburant, qui ne préviennent pas leurs proches de l'arrivée, etc. Et donc, on est dans une incertitude et en fait, la personne est revenue, n'a pas prévenu, etc. Et donc, elle n'est plus en danger. Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Parce que l'été n'est pas encore terminé, on l'a dit, et puis en automne, on navigue aussi. Soyez en forme, vérifiez les conditions météo, voyez un peu les risques locaux. Hein. Est-ce que vous avez une concentration de kitesurf? Est-ce que vous avez une concentration de planche à voile, de jet ski? Et puis respectez surtout les règles. En mer, vérifiez vraiment votre matériel avant d'appareiller. C'est prévenez vos proches. Voilà, je pars à telle heure, je reviens à telle heure. S'il y a une difficulté, etc., il le saura tout de suite. Les équipements et des moyens d'alerte. Vous savez que vous devez avoir. Il n'est pas idiot d'avoir une radio VHF pour prévenir si par hasard vous avez une difficulté, ou un téléphone. Il y a des gens qui ont un téléphone mais qui n'ont plus de batterie, donc ils ne peuvent plus prévenir. Voilà les conseils que je pourrais donner en ce milieu fin d'été. Mais écoutez, Denis Bigot, merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à cette enseigne familiale qui a traversé le temps et que tout le monde connaît ici. Voilà plus d'un siècle maintenant que le Bazar Picot propose tous les produits du quotidien. Vanessa Dessy a voulu connaître le secret de sa longévité. Créé en 1905, le Bazar Picot peut se prévaloir d'être le seul commerce monégasque de ce type à avoir traversé les décennies. Une réussite exemplaire fondée sur une rapide capacité d'adaptation à l'évolution des modes de consommation. Mes grands-parents sont arrivés en principauté dans les alentours de 1895-98. Au départ, ils étaient itinérants parce qu'ils étaient immigrés d'Italie, ils venaient de la région de Turin, ils étaient vanniers. Alors l'hiver, ils réparaient les chaises, les matelas de la SBM, et l'été, ils prenaient une petite charrette et ils faisaient le tour de l'arrière-pays pour réparer les bonbonnes, les paniers, tout ce qui servait pour l'agriculture. Puis au bout de quelques années, ils se sont sédentarisés sur Beau-Soleil en 1902-1903. Et puis, ils ont eu l'opportunité d'ouvrir un commerce en 1905 ici, où nous sommes. Et depuis, de génération en génération, ça a perduré. Ce fournisseur breveté de la Maison Souveraine a choisi d'apporter à ses clients un service irréprochable et personnalisé. Avec 145 mètres carrés et 500 de réserve, les deux frères chinent les idées tendances lors des différents salons des capitales européennes. Ce qui fait un peu notre attrait, disons, c'est que si l'on n'a pas le produit dans l'immédiat, on fait en sorte de l'avoir très rapidement. C'est ce qui nous démarque, si vous voulez, des autres activités de grande distribution. C'est le service, avant tout. Le service et bien sûr la qualité, parce qu'il n'y a rien de plus gênant pour un commerçant d'avoir des retours de marchandises parce que ça ne fonctionne pas ou parce que ce n'est pas ce que le client attend. Donc on essaye dans la mesure du possible de fournir des produits de première qualité, quoi. Aujourd'hui, Dominique et Georges représentent la 4e génération des Picot. La fille de Dominique, Carole Picot, de formation kinésithérapeute, a décidé de reprendre l'affaire familiale afin de continuer l'histoire. La relève semble assurée. On arrive à la fin de cette édition. Il est temps de passer aux prévisions météo avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Nous repartons sur une semaine très ensoleillée. Le soleil sera présent sur une majeure partie de la journée mardi et les températures seront de nouveau très élevées avec 30 degrés d'annoncés. Alors attention à vous, le soleil se lèvera à 6h41 et le 23 août, nous célébrons Sainte Rose de Lima. Rose de Lima, qui est la première sainte du Nouveau Monde. Elle est née au Pérou et a été canonisée en 1671. Et c'est entre autres la sainte patronne des Amériques et des Philippines.
Les photos de fin de journal sont consacrées à l'équipe de basket qui a passé les traditionnels tests à l'effort au centre cardio-thoracique. Une conférence de presse de rentrée sera d'ailleurs organisée par la Roca Team ce mardi. Nous y reviendrons. En attendant, on se retrouve demain 19h. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.